Alors, on reprend la séance pour cette dernière table ronde sur le fait français au Canada entre assimilation programmée et résistance. Deux conférenciers, Linda Cardinal et Guillaume Rousseau. Et on va procéder peut-être dans l'ordre dans lequel la présentation des conférenciers est prévue, c'est-à-dire par Linda Cardinal, qui est professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, et puis titulaire aussi de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de cette université. Ces domaines d'engagement, en même temps que d'engagement intellectuel, en même temps que de recherche, sont la politique linguistique, le constitutionnalisme, la diversité et les minorités, notamment, évidemment, en tout cas pour moi, je la connais surtout pour ses travaux sur les langues officielle, et puis elle le fait à la fois dans la perspective de la recherche et de l'engagement, puisqu'elle est impliquée de diverses façons dans le cadre de recherches qui mettent en cause les rapports entre la communauté et l'université. Elle est engagée aussi en faveur de ce mouvement pour une capitale officiellement bilingue. On entend ici Ottawa, c'est tout un programme de rendre Ottawa ville bilingue, on va finir par y arriver. Elle a été impliquée dans les États généraux de la francophonie d'Ottawa. Sa présentation s'intitule « 150 ans d'injustice, les francophones en milieu minoritaire et la Constitution de 1867 ». Ça m'a rappelé, en fait, cet ouvrage peut-être auquel tu référeras de François Hertel, publié en 1967. Ça s'appelait « Le Canada, 100 ans d'injustice ». Et on voyait dans la page derrière, à la 4e de couverture, François Hertel indique que c'était pas nécessairement le titre que j'avais choisi pour ce livre, mais finalement, en parlant avec Jacques Hébert, c'était publié aux Éditions de l'Homme, en parlant avec Jacques Hébert, il m'a dit qu'en utilisant ce titre-là, on en vendrait davantage. Et je suis comme tout le monde, je ne manque de rien de moins qu'à m'enrichir. Alors, la parole à Linda Cardinal. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Merci à vous tous d'être ici, surtout à cette heure-ci. Je me sens très privilégiée d'avoir un public. Évidemment, quand on m'a demandé de participer à cette rencontre aujourd'hui, j'ai donné le titre « 150 ans d'injustice, point d'interrogation », puis finalement, c'est ma conclusion. Et que vous avez eu dans le titre, et finalement, je commence avec un titre plus ou un thème plus histoire et mémoire en milieu minoritaire francophone au Canada de 1867, pardon. Alors, mes questions, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que j'aurais aimé ça faire un long préambule, mais je pense que vous en avez eu assez. Juste pour vous dire que là, je vois rouge et je vois aussi vert après la conférence de M. Robichaud que j'ai trouvée absolument passionnante. Alors, comment les minorités canadiennes, françaises et acadiennes étaient-elles représentées dans les débats constitutionnels à l'époque de 1867? Comment réagissent-elles ou comprennent-elles la Constitution de 1867 à l'époque? Évidemment, on a Benoît Pelletier hier soir qui nous a donné la réponse à bien des égards, mais en fait, ce qui m'a intéressée, j'ai fait une petite recherche dans le débat interprétatif depuis 1867 jusqu'à aujourd'hui pour voir un peu comment on a interprété cette question-là, comment on s'en est préoccupé, comment on se représentait les minorités canadiennes, françaises, les Acadiens, dans le débat interprétatif de 1867, parce que, évidemment, la réponse est assez simple. Les francophones n'ont pas été invités à la table, donc ils n'ont pas fait partie du compromis de 1867, un mot qu'on n'a pas entendu parler encore aujourd'hui, mais à l'origine de la Constitution de 1867, on dit toujours qu'il y a un compromis qui a été fait. Et étonnamment, peut-être, mais en milieu minoritaire francophone, cette notion-là est devenue très importante. Les francophones hors Québec sont devenus des grands défenseurs de ce pacte, et pourtant, ils en ont été exclus dès le départ. En tout cas, ils n'ont certainement pas consenti. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous parler aujourd'hui? J'ai été voir, comme je disais, le débat interprétatif, et j'ai fait une recherche de références, de commentaires dans les textes de l'époque et aussi dans les textes, surtout d'historiens, de juristes, des francophones depuis 1967 à aujourd'hui. Il y a des anglophones qui se sont intéressés à la question, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le corpus du Canada français, des Québécois, des francophones. Et ce que je
m'aperçois dans ce corpus que j'ai étudié, c'est que plus les chercheurs francophones hors Québec s'intéressent à 1867, plus eux découvrent des sources tout à fait intéressantes qu'on avait complètement oubliées, qu'on ne retrouve pas dans le débat interprétatif de l'époque. Le débat interprétatif, il porte beaucoup, évidemment, à savoir si on a affaire à un pacte, une union, etc. Et puis là, on a une liste de noms jusqu'à aujourd'hui, avec Sébastien Gramont, qui a renouvelé aussi tout ce débat-là en allant s'intéresser aux différentes causes des juges, en se disant récemment, ben écoutez, c'est une question qui est insoluble. On ne réussira jamais à trancher définitivement, à dire c'était un pacte, c'était une union, etc. Mais allons voir ce que les juges en ont dit. Et là, tout d'un coup, on est revenu, en fait, dans plusieurs causes à la question du pacte. Sauf que l'autre question, moi, qui m'intéresse, c'est pas seulement à savoir si on a affaire à un pacte ou pas, mais c'est aussi de mieux comprendre comment on s'est représenté, donc les minorités canadiennes, françaises dans ce pacte, est-ce qu'elles ont été incluses ou pas, et comment ces minorités-là se sont perçues. Quand on regarde les textes, parmi les... je vous ai mis une petite photo, parce que je trouve qu'on manque de photos aujourd'hui. Alors ça, c'est tous ces messieurs. Quand donc on s'intéresse au pacte, ce qu'on voit dans les écrits de l'époque, c'est qu'on parle souvent, on pense à Bourassa ou à Groulx, on pense à une nation canadienne-française qui s'étend d'est en ouest, et en même temps, on parle évidemment du Canada français comme étant au Québec. Et là, il y a certainement une ambiguïté pour certains, pour d'autres, c'est une évidence et ça peut venir selon les contextes, mais ça vaut la peine de noter cette autre ambiguïté quand on essaie de comprendre 1867. Parmi les interprètes, le premier, on sait que Bourassa et Groulx ont des chapitres entiers sur les minorités canadiennes-françaises dans leurs travaux, mais c'est surtout en lien avec les questions scolaires. Je vais y revenir. Ceux qui se sont vraiment penchés sur la place des Canadiens français hors Québec dans l'époque de la Fédération, le premier que j'ai vu, c'était Chappet. Qui, lui, était convaincu que même si ces minorités n'ont pas participé au débat autour de 1867, que la Fédération, quand même, et là je le cite, la Fédération sert à améliorer la situation de ces minorités, car sans le lien fédéral, elles seraient encore plus isolées. Le Parlement leur confère une certaine influence en vue de redressement heureux. Donc, on est très positif à l'époque. Et en même temps, on a de la difficulté à comprendre c'est qui vraiment ces minorités. Comme je vous dis, on parle d'une nation canadienne-française qui s'étend d'est en ouest, mais Bonenfant, lui, dit qu'à l'époque de 1867, en fait, on voit surtout les Canadiens français comme une sorte d'avant-garde dont on imaginait l'avenir d'une manière assez floue. On retrouve aussi ce concept d'avant-garde chez Bourassa ou bien chez Groulx à l'époque. Évidemment, deux poids, deux mesures, on s'aperçoit que la minorité anglophone du Québec, mais je ne vous apprends rien, va être beaucoup mieux protégée que les minorités canadiennes-françaises grâce à Georges-Étienne Cartier et à M. Alexander Galt. Juste pour rappel, Georges-Étienne Cartier va souhaiter protéger la minorité anglophone et demander la création du Conseil législatif du Québec. Alexander Galt, pour sa part, va réussir à faire créer 12 circonscriptions électorales protégées au Québec. Ces circonscriptions ne pourront être modifiées sans le consentement de la majorité absolue des députés de ces circonscriptions, donc un droit de veto. De plus, grâce à l'article 93 de la nouvelle Constitution, les écoles de la minorité protestante du Québec seront protégées et celle de la minorité catholique de l'Ontario. Bonenfant
qui a beaucoup écrit sur les institutions et pour, comme je disais à une collègue, quand je commence à écrire un texte, notamment sur le Canada français, les minorités, je retourne toujours à Bonenfant. Et pour ce texte-là, Bonenfant est une référence assez importante. Et Bonenfant est d'accord pour dire que les Canadiens français du Québec ne se sont pas suffisamment préoccupés du sort des minorités françaises du Haut-Canada, l'Ontario et des Maritimes, d'autant plus qu'elles ne sont pas vraiment représentées politiquement. Dans la période post-confédération, la situation a été d'ailleurs dénoncée de façon régulière, mais cette fois-ci par des sénateurs canadiens français du Québec. Entre autres, on pense au sénateur Belrose qui dénonce le fait qu'il n'y a pas assez de sénateurs canadiens français venant du Québec, mais aussi qu'il n'y en a aucun pour représenter les Canadiens français de l'Ontario et des provinces maritimes. Toujours selon Bonenfant, même si les Canadiens français du Québec ne se préoccupent pas trop des minorités canadiennes françaises, les Canadiens français du Québec, selon Bonenfant, seront quand même heureux de l'article 133 de la Constitution de 1867, et je cite, « Ils sont heureux de voir reconnaître juridiquement l'usage de leur langue au Parlement et devant les tribunaux, car jusque-là, le français n'avait jour que d'un état de fait. » Par contre, il est convaincu que les Canadiens français, à l'époque, n'ont pas songé à la réalisation d'une véritable dualité canadienne au niveau fédéral. Et c'est Gérald Baudouin, 20 ans plus tard, qui écrit que l'article 133 est un embryon du bilinguisme canadien. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est d'une part que l'article 133 est un jalon important du régime linguistique canadien qui s'échafaude en 1867, jusqu'en 1969 au moment de l'adoption de la loi sur les langues officielles. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la nouvelle loi a permis aux Québécois de se donner une meilleure vision du bilinguisme canadien? Poser la question, c'est peut-être un peu y répondre. Rappelons qu'à l'époque, le Québec commence à se faire plus activiste dans le domaine de la langue et qu'en 1974, il consacre le français comme langue officielle sur son territoire et adopte ensuite la Charte québécoise de la langue française. Donc, pour simplifier, rappelons que l'histoire du régime linguistique canadien au Québec, à partir des années 60, est caractérisée par un important changement de trajectoire. Le gouvernement du Québec s'oppose à l'approche canadienne du bilinguisme fondée sur le compromis et l'absence de reconnaissance de la réalité particulière du français au Québec au profit de l'anglais. Par contre, en raison du fédéralisme canadien, la langue est aussi reconnue comme une compétence ancillaire qui permet au Québec d'adopter ses propres lois en la matière, ce qui constitue une forme de compromis, bien qu'applicable aussi aux autres provinces. Alors, qu'en est-il de cette vision du bilinguisme et du compromis dans les autres provinces fondatrices? Alors, allons voir la mémoire et l'histoire de 1867 en Acadie. Alors, cette mémoire et cette histoire en Acadie, en fait, elle commence à être fouillée seulement à partir des années 80, c'est-à-dire autour de 1867, elle commence à être fouillée vraiment uniquement à partir des années 1980 dans les travaux de Jean Daigle, l'Acadie des Maritimes, qui est un ouvrage qui depuis est publié de façon récurrente, qui porte sur le développement de la société acadienne. Et dans cet ouvrage, il y a plusieurs experts qui, dans le premier volume, vont se pencher sur 1867. Et là, ce qui est tout à fait fascinant, à la différence de ce qu'aura pu en dire Bonenfant ou Chappet, c'est que pour Léon Thériault, entre autres, qui est un des historiens de la nation acadienne, c'est que 1867, en fait, représente les débuts d'une conscience collective acadienne. Alors que ça avait été complètement une omission, une désuétude, un oubli, on l'appellera comme on voudra. Même chose, Jean-Guy Fine, dans sa thèse de maîtrise, en fait, c'est lui qui lance l'idée. Et après, Philippe Doucet revient à la charge et dit que en 1867, en fait, on a élu des députés acadiens anti-confédération. Et qu'on voit chez ces députés acadiens le premier comportement politique collectif.
Alors, c'est quand même assez fascinant parce que nous, on est habitués à la déportation, aux Acadiens comme des victimes, etc. Et là, on voit vraiment au 19e siècle, chez les Acadiens, cette idée qu'on va se prendre en charge. En tout cas, on a une conscience collective de soi. Alors, je pense que j'ai... Et donc, dans les débats de l'époque, quand on parle de l'opposition des Acadiens, parce que donc on va élire des Acadiens anti-confédération, on va dire c'est par ignorance. C'est par ignorance, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est vraiment le texte de 1867. Ils sont manipulés par le clergé qui lui aussi est contre la confédération. En Acadie et qui donne la consigne d'être contre la fédération, ça ne peut pas être un comportement rationnel. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que les Acadiens ne sont pas favorables à la confédération parce qu'ils ont compris qu'ils ont été exclus de la conférence de Québec, qu'ils ont été exclus du débat sur la confédération. Donc, ils en ont contre leur absence de représentation. Ils en ont contre la dette du Canada. Ils considèrent qu'il y a une connivence entre les autorités ecclésiastiques irlandaises et les autorités civiles. Et évidemment, les Acadiens sont en conflit beaucoup avec ces autorités. Ensuite, ils reconnaissent, Doucet, dans ses travaux, dit que non, les Acadiens ne pouvaient pas compter sur les Québécois parce que les gens s'ignoraient mutuellement. Et considèrent, eux aussi, Doucet, Thériault, considèrent eux aussi que finalement, un peu comme on entendait ce matin sur les Autochtones ou François Rocher, que la Confédération leur fut imposée sans une véritable participation de leur part. Et ce qui est intéressant, ce sont les travaux plus récents de Gaétan Mignot, dans les années 2000, qui est un historien acadien, qui, lui, a été chercher des informations circonstancielles d'événements qui ont lieu en 1865-66, qui s'est intéressé aux candidats anticonfédérationnistes acadiens pour montrer que ces gens-là, non seulement ils ne sont pas ignorants de la situation, mais ils avaient des pétitions aussi. Ils avaient fait signer des pétitions contre la Constitution de 1868. Ils avaient demandé la traduction en français des travaux de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. C'est quand même assez intéressant pour l'époque. Ils étaient... attendez, là. Et ils en voulaient aussi à l'article 93. L'article 93 qui est fondé sur... qui énonce que, dans le fond, on reconnaît les conseils scolaires protestants du Québec et catholiques de l'Ontario. Et l'article 93 repose sur une reconnaissance de la dimension religieuse de l'enseignement, mais non pas linguistique. Et donc, les Acadiens vont être très choqués de cette situation et donc vont aussi s'opposer à 1867 à cause de l'article 93. Alors, ces Acadiens ignorants qu'on a dépeints dans les textes plus traditionnels, en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Et on va élire les Acadiens vont élire des candidats anti-confédération, des francophones, mais aussi des anglophones. Parmi les francophones, ils vont élire Armand Landry, Vital Hébert, Lévite Thériault. Je n'ai pas de photo pour M. Hébert, alors désolé. Donc, ces Acadiens vont être élus et toujours sur la base de leur rejet de la Constitution, entre autres à cause de l'article 93. Et évidemment, l'article 93 annonce la crise scolaire en 1871 dans les écoles du Nouveau-Brunswick parce que les Acadiens vont comprendre qu'ils n'auront aucune protection pour le français dans leurs écoles. Et évidemment, c'est à partir de ce moment-là qu'on va interdire le français dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire acadienne du Nouveau-Brunswick, évidemment, en 1975,
il y a la tragédie de Caraquet où Louis Mayou, lors d'un conflit, on assiste en fait à une confrontation meurtrière à Caraquet. Louis Mayou perd la vie et on arrive à ce moment-là à une période, à un point culminant de toute une décennie que les Acadiens vont dire qui a été perdue dans les débats constitutionnels. Et pour ceux qui connaissent un peu l'Acadie, mais toute l'histoire de Louis Mayou, il y a même un opéra sur l'histoire de Louis Mayou. Alors, ce que nous permet de voir la recherche dans les sources, pour ce qui est des Acadiens, c'est qu'il y a une grande ombre au tableau en 1867. Et le défaut d'inclure les Acadiens, le défaut de leur donner une protection linguistique, a fait en sorte que finalement, on s'est retrouvé avec des gens qui se sont opposés et qui ont voté contre la Confédération. Pendant ce temps-là, en Ontario, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas eu vraiment de travail comme les chercheurs acadiens. On a Michel Bock, Gaétan Gervais, qui sont un peu les historiens de l'Ontario français, qui ont consacré de grands textes sur l'histoire des Franco-Ontariens, mais pour montrer comment l'Ontario français est le prolongement du Québec, comment l'Ontario français s'essaime et va aller coloniser, ou en tout cas va se développer dans des paroisses et des villages un peu partout à travers la province. Et évidemment, quand il y a eu le 400e ici de la Fondation de Québec ou du Québec, dépendamment de la perspective, l'année d'après, on a fêté Champlain un peu partout en Ontario et on a réaffirmé avec le drapeau la présence française en Ontario. On manque d'archives, beaucoup, pour parler de la vie politique des francophones de l'Ontario à l'époque de la Confédération. On est peut-être plus dans le domaine de la mémoire que de l'histoire. C'est pour ça que j'ai mis les deux termes dans mon texte. Et c'est intéressant quand même en même temps parce que Bonenfant en parle un peu en disant qu'ils ont très peu d'influence sur les événements qui vont conduire à la naissance de la Confédération. À la différence des Acadiens, il n'y a personne qui dit que les Franco-Ontariens, c'est une bande d'ignorants, mais en fait, ils sont complètement ignorés. Ce sont des historiens québécois aussi quand même, Pierre Savard entre autres, qui a été longtemps à l'Université d'Ottawa, qui lui, évidemment, s'en est pris beaucoup au père de la Confédération pour ne pas avoir défendu les droits des Franco-Ontariens. Marcel Martel, qui est un autre historien à l'Université York, qui lui aussi a dénoncé le fait que dans l'ensemble des délégués, on avait une connaissance très, très, très limitée des minorités francophones. Et évidemment, encore une fois, la question de l'éducation en français en Ontario va refaire surface. Ça va interpeller les minorités parce que, comme je disais tout à l'heure, on l'aborde d'un point de vue religieux et non pas d'un point de vue linguistique. Donc, encore une fois, pour l'Ontario, c'est l'article 93 qui va poser problème. Et Bonenfant dit, dans les autres provinces, donc l'Ontario, la population canadienne-française faisait partie de la minorité catholique et ce n'est que comme telle qu'elle a été protégée. Et en fait, Bonenfant dit, c'est par pragmatisme que les pères fondateurs, et notamment que Georges-Étienne Cartier n'a pas insisté sur la langue. Il a privilégié la religion à l'article 93. La même chose, Bonenfant va citer aussi Langevin qui dit que le Haut-Canada est une population homogène professant différentes religions. Et Cartier dit le Haut-Canada n'est habité que par une seule race. Donc Langevin et Cartier, à l'époque, vont faire fi des 75 000 Canadiens français vivant en Ontario. C'est un peu triste. Alors, dans l'Ouest, en fait, juste avant de parler de l'Ouest, revenir un peu à l'Ontario, Pierre Savard a été très critique et a dit que les chefs politiques canadiens-français d'alors sont plus intéressés à défendre donc, les droits des catholiques. Ils réussissent sur ce point de fructueuses alliances avec les catholiques de
les catholiques anglophones de l'Ontario. Évidemment, là où Bonenfant voit du pragmatisme, on sent que Pierre Savard dénonce carrément ces alliances qui ont eu lieu entre les catholiques, c'est-à-dire les pères fondateurs du Québec avec les pères fondateurs de l'Ontario. Et Marcel Martel aussi dit qu'on a sacrifié, c'est-à-dire utilise des mots quand même assez forts, on a sacrifié leurs gains dans l'espoir d'obtenir des protections particulières pour les Canadiens français, évidemment, du Québec. Alors, dans l'Ouest, on a aussi une situation un peu difficile, complexe. Dans l'Ouest canadien, par contre, c'est encore plus compliqué, je dirais, qu'en Ontario ou en Acadie, parce que, évidemment, en 1867, les territoires de l'époque ne font pas partie des négociations constitutionnelles. Par contre, l'intérêt d'étudier la période de 1867 réside aussi dans le fait que les interprètes, les nouveaux interprètes comme Edmund Ungar dans les années 2000, ont commencé à s'intéresser à cette question et dans le cadre de la cause Caron. Hein? La cause Caron qui porte sur l'histoire d'un franco-albertain qui a eu une contravention en anglais, qui a contesté la contravention en disant que le français était aussi une langue officielle en Alberta à cause de la proclamation royale de 1870, je pense. En tout cas, Et là, oui, c'est bon, j'ai presque fini. Et donc là, Edmund Ungar est arrivé et a proposé une autre façon de voir la Confédération de 1867 en disant il y a des droits linguistiques. Déjà en 1869, le respect des droits linguistiques des francophones, des métis, dans l'Ouest canadien est une condition d'entrée pour les territoires du Nord-Ouest, notamment, dans la Confédération canadienne. Donc, en 1870, le décret annexant la terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest au Canada devait garantir le statut officiel du français dans l'ensemble de cette région. Et donc, pour beaucoup de gens à l'époque, pour les francophones, les métis, et pour les interprètes, en tout cas, ce que les interprètes en disent, donc on a dans l'Ouest une proclamation qui reconnaît le français comme une langue officielle. Et ça a été un argument qui a été étayé par Ungar dans le cadre de la cause Caron que j'ai mentionné tout à l'heure. Et ce que dit Ungar aussi, c'est que cette idée que les francophones, les métis avaient des droits linguistiques et religieux, cette idée, elle est très forte. Elle est présente lors de la Convention constitutionnelle de la Constituante à Assiniboine en 1869, au moment de la création du Manitoba. C'est-à-dire c'est un arrière-plan très important qui est vu comme une condition d'entrée, donc comme je disais, dans la Fédération canadienne. Bon, je vais sauter toutes les citations que j'ai. Juste vous montrer rapidement. Ungar dit qu'en 1870, on est en présence du deuxième acte de confédération, aussi important que le premier, liant les habitants de l'Ouest et de l'Est et de l'Ouest, et faisant de la nation métisse un des peuples fondateurs. L'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest, adopté par le Parlement canadien en 1875 et amendé en 1877, confirmait aussi l'égalité de statut des deux langues devant les tribunaux. Même chose avec la création de l'Alberta et de la Saskatchewan en 1905, où une même disposition va être adoptée qui permettait, entre autres, la reconnaissance du français avec l'anglais. Évidemment, c'est un peu triste comme histoire parce que, vous savez très bien, le français a été interdit dans l'Ouest canadien. Ça a pris 100 ans avant qu'on s'en aperçoive véritablement et puis qu'on essaie de réparer l'erreur.
Alors, en conclusion, 150 ans d'injustice, bien sûr, 150 ans d'injustice. Pour Pierre Savard, les 3 premières décennies de la Confédération ont fait prendre conscience aux Acadiens et aux Canadiens français hors Québec de la fragilité de leur statut sur les plans linguistiques et culturels, en particulier lors de l'affaire des écoles du Nouveau-Brunswick, l'exécution de Louis Riel et l'affaire des écoles du Manitoba. Malheureusement, cette majorité hostile, dont parle souvent Ungar dans ses travaux, a eu le vent dans les voiles pendant 100 ans et elle continue de se faire entendre par moments dans les médias et dans les réseaux sociaux. Alors, juste pour vous rappeler, on a eu un mouvement qui s'est appelé Bilingual Today, French Tomorrow, dans les années 60, qui a fait la guerre au bilinguisme canadien. Comme aujourd'hui, à Ottawa, on fait la guerre à mon mouvement pour le bilinguisme de la capitale du Canada. On a un groupe qui s'appelle Canadians for Linguistic Justice, qui milite ouvertement contre toute forme de bilinguisme dans la fonction publique fédérale et toute reconnaissance du français à la ville d'Ottawa. Donc, la francophobie, ça peut donner l'impression d'être une chose du passé, sauf qu'il faut reconnaître les conséquences des politiques du passé sur les minorités francophones de l'Acadie, de l'Ontario, de l'Ouest, du Nord. Ces conséquences continuent de se faire sentir. Les enjeux de l'assimilation, les préjugés à l'égard de la culture francophone, les difficultés d'obtenir des services en français partout au pays font partie de ces conséquences malheureuses. Pour conclure, le débat sur l'interprétation de 1967, à mon avis, est loin d'être terminé. Par contre, ce débat est malmené. Comme le disait Joanne Poirier à McGill au mois de mars dernier, sur le 150e anniversaire de la Fédération canadienne, on a une perte de savoir et il faut trouver de meilleurs moyens de transmettre le savoir constitutionnel et de le renouveler. Dans les années 99, on pensait qu'on était dans ce renouvellement. Janet Agenstadt et ses collaborateurs avaient publié « Founding Debates », et ils constataient à l'époque toute l'importance de reprendre l'étude des débats constitutionnels. En 2004, le même ouvrage est traduit en français sous la direction de Stéphane Kelly et de Guy Laforêt, avec une postface qui sert à mettre à jour le débat interprétatif sur la Constitution canadienne. Sauf que, comme tous les débats constitutionnels, les débats interprétatifs ont aussi été envoyés au calendrier grec. Et en 2015, dans l'arrêt Caron, la Cour suprême du Canada nous rappelait encore une fois, pourtant, la nature incontournable de la référence à 1867 dans ce grand récit de la Fédération canadienne. Rappelons aussi combien, à l'extérieur du Québec, l'expérience de la Confédération s'est soldée par des mesures visant à interdire le français, donc, comme je disais, pendant 100 ans, et à toujours, encore aujourd'hui, assimiler les francophones et leur descendance à l'anglais. Les 150 autres années ont servi à réparer des injustices quand on passe à l'article 23 de la Charte, en partie grâce à l'action du Québec et de nombreux groupes de défense des droits linguistiques. Le 150e anniversaire de la Fédération doit donc aussi être l'occasion de réfléchir sur l'avenir du français et des minorités francophones au pays, à la place des langues fondatrices et des langues autochtones dans un possible Canada multinational. Merci. Merci beaucoup, Linda. Notre conférencier, c'est pratiquement la conférence de fermeture, mais sans doute que Ghislain apportera quelque chose ou Marc à la toute fin. Mais dernier conférencier, en tout cas, de cette table ronde, minimalement, Guillaume Rousseau de l'Université de Sherbrooke, où il est prof agrégé. Sa formation a été acquise dans une multitude d'universités, à McGill, à l'Université de Paris 1, à la Sorbonne, finalement. Et il a travaillé essentiellement sur les thèmes du droit constitutionnel, notamment sur la question de la disposition de dérogation. On attend de lui un ouvrage qui me l'a dit être publié très bientôt sur les droits linguistiques québécois, qu'il coécrit avec Éric Poirier. Alors, la conférence d'aujourd'hui porte sur nationalisme politique et droit linguistique depuis 1867 sur la condition linguistique francophone au Canada. Guillaume.
Alors, merci beaucoup pour cette présentation et désolé pour ma voix, donc je suis un petit peu enrhumé, mais j'ai décidé de quand même tenir parole et vous donner cette conférence. Quand on prend la parole, c'est pour tenir parole. Voilà, exactement. Donc, comme vous l'avez remarqué, ce colloque est très multidisciplinaire. Donc, dans ce contexte, j'ai cru que ce serait bon de vous présenter une conférence qui adopte une approche droit et politique. Et puisque de ce temps-ci, comme le rappelait Pierre Noreau, je suis beaucoup dans le droit linguistique, je me suis dit je vais vous présenter quelque chose en lien avec le droit linguistique et le tout dans une approche droit et politique. Et quand on parle d'une approche droit et politique par rapport au droit linguistique, je pense tout de suite aux travaux de Michael Mendel, qui est d'après moi un de ceux qui a vraiment fait des travaux absolument très intéressants sur la question linguistique et sur plusieurs autres en droit constitutionnel, avec souvent une approche droit et politique. Donc, j'ai beaucoup m'inspiré des travaux de Mendel, un peu également de ceux de Daniel Proulx, donc un de mes collègues à l'Université de Sherbrooke, qui avait publié en 2002, d'ailleurs, dans un ouvrage collectif sous la direction de Pierre Noreau, et également André Brand, qui était avec nous, je pense, ce matin, qui a publié dans les mélanges Brun-Tremblay, sous la direction notamment de Patrick Taillon. Donc, je vais m'inspirer de ces trois auteurs et évidemment la jurisprudence que je vais analyser. Mais au niveau méthodologique, je m'inspire surtout de Mendel. Mendel, la méthodologie qu'il utilise dans c'est les travaux de droit linguistique que j'ai en tête, c'est qu'il regarde le contexte politique, puis il regarde la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, particulièrement en matière linguistique, puis il établit un lien entre les deux. Donc moi, je vais faire la même chose, mais je vais remonter plus loin en arrière, je vais remonter jusqu'au début de la Confédération, et je vais remonter jusqu'à aujourd'hui, alors que Mendel, son analyse s'arrête en gros au milieu des années 90. L'hypothèse de Mendel, c'est de dire qu'il y a un lien entre la vigueur du nationalisme au Québec, plus précisément du nationalisme linguistique, et l'interprétation des droits linguistiques des francophones des autres provinces par la Cour suprême. Donc, très concrètement, quand au Québec, on adopte la loi 101, on renforce la loi 101, on renforce la protection du français, eh bien, la Cour suprême du Canada adopte une interprétation large des droits linguistiques constitutionnels, de manière à invalider la loi 101 et à protéger les droits linguistiques des Anglo-Québécois. Et accessoirement, par souci de cohérence, mais il faut qu'elle adopte une approche large dans l'interprétation des droits des francophones des autres provinces. Donc, et inversement, quand au Québec, on diminue la protection du français, on diminue la portée de la loi 101, la Cour suprême n'a plus besoin d'adopter une interprétation large des droits linguistiques, donc elle protège moins les droits linguistiques des anglophones et du même coup des francophones des autres provinces. Donc, c'est la thèse de Mendel que je vais reprendre, mais moi, je vais remonter plus loin en arrière et je vais aller plus loin en avant. Mais d'abord, peut-être un petit rappel, qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution de 1867 au niveau linguistique? On l'a un peu vu d'ailleurs avec notre dernière conférencière, avec Mme Cardinal, donc je reviens rapidement là-dessus. Je remarque trois éléments principaux ayant un aspect linguistique dans la Constitution de 1867. D'abord, la création du Québec, donc la création d'un État fédéré majoritairement francophone qui a plusieurs compétences pertinentes en matière linguistique. La compétence d'amender sa propre constitution à 92.1, l'éducation, propriété, droit civil, etc. Évidemment, l'article 133, donc le bilinguisme législatif, parlementaire et judiciaire, à la fois au niveau fédéral et au Québec. Et évidemment, l'article 93, qu'on pensait qu'il y avait peut-être un potentiel linguistique, puisque l'article 93 protège des écoles protestantes au Québec et catholiques en Ontario. Donc, c'est essentiellement les trois principaux aspects linguistiques de la Constitution de 1867. Les jugements maintenant, le premier grand jugement, donc pas de la Cour suprême, si on remonte avant 1949, ce n'est pas la Cour suprême, le tribunal de dernière instance, mais le Conseil privé de Londres. Le premier grand jugement qui est rendu, c'est en 1917. Donc, m'inspirant de la méthode de Mendel, je me demande, c'est quoi le contexte politique? C'est quoi la force du nationalisme linguistique au Québec en 1917? Bien, en 1917, on a au Québec le gouvernement Gouin, qui se situe chronologiquement et idéologiquement quelque part entre le gouvernement Mercier et le gouvernement Taschereau, c'est-à-dire moins nationaliste que Mercier, mais quand même un peu plus que Taschereau. Et c'est sous le gouvernement Bourassa qu'est adoptée la première loi linguistique québécoise, la loi Lavergne, qui fait en sorte que certains billets de services d'utilité publique, comme les tramways, devront être bilingues, alors qu'il y avait plutôt tendance à être unilingue anglais. Comment explique-t-on le fait qu'il y a eu cette loi? Parce que, j'ai fait une autre petite parenthèse méthodologique, pour calculer la force du nationalisme linguistique au Québec, moi, comme je suis juriste, je regarde les lois linguistiques adoptées au Parlement québécois. C'est mon critère, c'est un critère objectif,
peu importe le chercheur qui emploierait le même critère arrivera au même résultat. Alors que Mendel, lui, est un peu plus politique, ses critères sont un peu moins clairs, donc moi, je voulais un critère très clair, donc je regarde quelles sont les lois linguistiques adoptées au Québec, puis s'il y en a qui protègent le français, bien, je considère que le nationalisme linguistique est fort, puis dans le cas contraire, j'arrive à la conclusion contraire. Donc, 1910, première loi linguistique pour protéger le français, qui fait suite à la fondation d'un parti par Henri Bourassa, la Ligue nationaliste, qui fait suite au fait que la Ligue nationaliste a fait élire 3 députés à l'élection de 1908, grâce à une alliance, un pacte électoral avec les conservateurs, comme quoi c'est des idées qui peut-être marchaient mieux au début du 20e qu'au début du 21e. Ensuite, donc, la Ligue nationaliste arrive à faire élire 3 députés, dont Armand Lavergne, qui sera donc à l'origine de la loi Lavergne. Donc, clairement, il y a là un moment de nationalisme linguistique fort au Québec avec la première loi linguistique. Par contre, en 1916, la Ligue nationaliste, le parti est dissous, aucun candidat en 1916, Ron Maré libéral lors de l'élection de 1916, donc nationalisme linguistique est faible en 1917. Même si on pourrait dire que le nationalisme linguistique, non linguistique, nationaliste plus largement, peut être fort à travers la crise de la conscription et tout, mais mon analyse se limite au nationalisme linguistique qui est faible à ce moment-là. Et c'est en 1917 donc que survient l'arrêt Mackle. L'arrêt Mackle, c'est donc, ça porte sur le règlement 17 dont on parlait tantôt, donc règlement de l'Ontario qui fait en sorte de réduire considérablement, voire totalement l'enseignement du français dans les écoles en Ontario. Et là, ce sera contesté en se basant sur l'article 93 qui protège les écoles catholiques. Et le conseil privé va dire que non, c'est une disposition qui ne protège pas les écoles en français, puisqu'elle ne protège que les écoles catholiques, que le caractère confessionnel. Et c'est plutôt l'article 133 qui a un volet linguistique, mais on n'accorde pas donc à 93 un aspect linguistique au niveau même implicite. Ce qui fait que mon collègue Pro dit que c'est un arrêt qui est caractérisé par une interprétation froide, littérale, désincarnée de la loi constitutionnelle de 1867. Donc on a une interprétation défavorable aux droits des francophones du reste du Canada dans un contexte de nationalisme linguistique faible au Québec. Ensuite, l'autre grand jugement de la Cour suprême qui va survenir, c'est en 1975. Il faut dire que moi, je regarde les jugements qui portent sur des droits linguistiques et pas les jugements qui portent sur une version française ou anglaise, où là, la Cour nous explique quelle version elle préfère, ça peut être vu comme du droit linguistique au sens large, mais moi, je suis sur le droit linguistique au sens strict, sur les droits linguistiques. Donc, le premier grand jugement de la Cour suprême, c'est l'affaire Jones en 1975. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a comme nationalisme linguistique au Québec? On a le gouvernement Bourassa qui vient juste d'adopter la loi sur la langue officielle, la loi 22, donc ancêtre de la loi 101. On a un parti d'opposition, le Parti québécois, qui a le vent dans les voiles. Donc, on a vraiment un nationalisme linguistique assez fort au Québec en 1975. Et ça donne l'arrêt Jones qui vient confirmer la validité constitutionnelle de la loi sur les langues officielles du fédéral et la loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick. Donc, on a un moment de nationalisme linguistique fort au Québec qui coïncide avec des jugements favorables aux francophones du reste du Canada. Donc ça, c'était la partie où j'ai ajouté à Mendel. Maintenant, je vais tomber plus dans une période analysée par Mendel, qui est la période, donc, à partir de 1976, où il va y avoir beaucoup de jugements en droit linguistique. En 1976, évidemment, c'est l'élection du Parti québécois, l'adoption de la loi 101 l'année suivante. Par contre, dès 1983, parfois on ne le sait pas, mais dès 1983, il y a une loi qui vient modifier la loi 101 pour diminuer sa portée. Donc, avant même les jugements, avant même le retour au pouvoir des libéraux, sous le gouvernement Lévesque, il y a une loi en 1983 qui vient diminuer la portée de la loi 101. Donc, on peut dire qu'entre 1976 et 1982, il y a un fort nationalisme linguistique, mais autour de 1983, ça se ramollit un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces années-là? Des jugements de droit linguistique, à commencer par Blakey. Et là, Blakey, on va le regarder un petit peu en détail, ce qu'on ne pourra pas faire pour les autres jugements parce que le temps va me manquer, mais Blakey, on regarde en détail parce qu'on va bien voir toute la mécanisme du raisonnement de Mendel. Donc, dans l'arrêt Blakey, il est question des articles 8 et suivants de la loi 101, qui disent en gros que désormais, les lois au Québec seront version française, sera la seule version officielle. Mais l'article 10 dit l'administration, donc le gouvernement, imprime et publie une version anglaise des projets de loi, des lois et des règlements. Donc seulement la version française sera officielle, mais il y aura des versions anglaises non officielles. Pourquoi le Parlement québécois fait ça? Parce que l'article 133 se lit comme suit. Les lois du Parlement et du Canada 133 de l'Acte d'Amérique du Nord britannique, vous l'aurez deviné. Les lois du Parlement et du Canada et la législature du Québec devront être imprimées et publiées dans les deux langues.
Donc, autrement dit, l'article 133, il dit juste que ça doit être publié et imprimé. Ça ne dit pas que les deux versions doivent être officielles. Donc, profitant de cette ambiguïté-là, le législateur québécois se dit on peut très bien faire en sorte que seule la version française est officielle. Mais la Cour suprême ne soit pas d'accord, donc la Cour suprême va dire les articles 8 et 9 reproduits plus haut ne sont guère conciliables avec l'article 133 qui prévoit pas seulement, mais exige qu'un statut officiel soit reconnu à l'anglais et au français dans l'impression et la publication des lois du Québec. On a soutenu devant la Cour que cette exigence ne vise pas l'adoption des lois dans les deux langues, mais seulement leur impression et leur publication. Cependant, si l'on donne à chaque mot de l'article 133 toute sa portée, il devient évident que cette exigence est implicite. Donc, dans Mako, il n'y avait rien d'implicite dans 93. Mais dans Blakey, là, la Cour a nouveau courant d'interprétation. Soudainement, on découvre des choses implicites dans les droits linguistiques de la Constitution. Mais le procureur général du Québec a un deuxième argument. Le procureur général du Québec dit, si jamais vous en concluez que les articles 8 et suivants de la loi 101 ne sont pas compatibles avec 133, j'ai un deuxième argument pour vous. Mon deuxième argument, c'est que le Québec a la compétence de modifier sa propre Constitution, article 92.1. Et évidemment, la langue au Parlement, ça fait partie de la Constitution du Québec au sens matériel. Ça va de soi. Donc, le Québec dit, effectivement, si 8 et suivant de la loi 101, c'est contraire à 133, bien, il n'y a pas de problème. On vient modifier 133 qui fait partie de la Constitution du Québec. Donc, deuxième argument du procureur général. À cela, la Cour suprême répond que ça ne fonctionne pas parce que dans la Constitution de 1867, il y a une section, une partie 5 qui s'appelle Constitution provinciale et qui comprend les articles 58 à 90, notamment le Conseil législatif dont nous parlait Patrick tantôt. Et donc, la Cour suprême dit le pouvoir du Québec de modifier sa propre Constitution, c'est 58 à 90, c'est pas 133. Donc, argument de texte intéressant. Puis la Cour suprême ajoute, puis de toute façon, 133, ça ne concerne pas seulement le Québec, ça concerne le Québec et le fédéral. Donc, c'est comme lié, le Québec ne peut pas modifier ça, puisque ça concerne le fédéral et le Québec. Des arguments qui sont assez forts, je vous l'avoue. En même temps, le même jour, la Cour suprême rend l'arrêt Forêt, qui porte sur l'Official Language Act du Manitoba, avec son article ici, qui est un peu comme les articles 8 et suivants de la loi 101, mais puissance 1000. Parce qu'on peut y lire la chose suivante. The acts of the legislature of Manitoba need be printed and published only in the English language. Donc, autrement dit, on ne fait pas comme au Québec, dire il y a deux versions, mais il y en a donc loi bilingue, mais une seule officielle. Là, c'est carrément, il n'y a pas de version française, c'est uniquement en anglais. Donc, c'est vraiment, ça va très loin dans l'unilinguisme législatif. Et là, évidemment, même chose, donc on se retrouve avec le même problème. Dans le cas de l'Alberta, c'est pas l'article, du Manitoba, pardon, c'est pas l'article 133 qui s'applique, c'est l'article 23 de l'Acte du Manitoba qui ressemble à 133, donc qui impose un bilinguisme législatif. Donc, évidemment, la loi qu'on vient de voir est tout à fait inconstitutionnelle. Par contre, le Manitoba plaide comme le Québec le deuxième argument. Le Manitoba dit, ben oui, mais nous, on a le droit de modifier notre propre constitution, donc on a décidé qu'on modifiait 23. Et là, les arguments de la Cour suprême contre le Québec ne marchent pas contre le Manitoba. Parce que la Constitution du Manitoba, c'est pas dans les articles 60 à 90 de la Constitution de 1867. La Constitution du Manitoba, c'est l'acte du Manitoba, incluant l'article 23. Donc là, on ne peut pas jouer l'argument de dire vous pouvez modifier juste une petite partie de la Constitution canadienne qui s'appelle Constitution provinciale. Non, non, non. La Constitution du Manitoba, c'est l'acte du Manitoba, y compris l'article 23. L'autre argument qu'on avait fait contre le Québec ne marche pas non plus ici. Parce que l'article 23 de l'acte du Manitoba, c'est seulement le bilinguisme législatif parlementaire judiciaire au Manitoba. Ça ne concerne pas le fédéral. Donc l'argument contre le Québec de dire 133, ça touche le fédéral et le Québec, donc le Québec ne peut pas le modifier, ça ne marche pas pour 23. Mais malgré ça, malgré ce contexte juridique totalement différent, qui aurait permis à la Cour suprême d'arriver à une autre conclusion dans le cas du Manitoba, on arrive à la même conclusion et on décide de dire que l'article en question est inconstitutionnel, incompatible avec 23. Comment on peut expliquer ça? Selon Mendoza, ça ne s'explique pas juridiquement. On vient de le voir, son raisonnement. La Cour suprême, juridiquement, ça aurait fait un jugement juridique, technique. Elle aurait validé la possibilité pour le Manitoba de modifier l'article 23. Donc, ça ne peut être que politique. Et il y a d'ailleurs un extrait dans Forêt qui va dans ce sens-là. Donc, la Cour suprême nous explique que l'article 92.1, donc le pouvoir de la province de modifier sa propre constitution, donc au sujet de cet article, la Cour suprême nous dit quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, elle ne peut certainement pas avoir pour effet de donner à la législature du Manitoba, à l'égard de l'article 23 de l'Acte du Manitoba, un pouvoir de modification que le Québec n'a pas à l'égard de l'article 133. Mais pourtant, on a vu que juridiquement, on pouvait faire la différence. Mais politiquement, évidemment, que la Cour suprême ne peut pas
peut pas faire ça. Évidemment, politiquement, la Cour suprême ne peut pas dire on interdit au Québec d'avoir des lois bilingues avec version française officielle, mais par ailleurs, on permet au Manitoba d'avoir seulement des lois unilingues anglaises. Politiquement, ça ne tient pas. On est en 79, à un an du référendum. Politiquement, c'est impossible. Mais juridiquement, ça aurait pu. Alors, c'est pour ça que, donc, Mendo fait cet argument-là. Et là, vous vous dites peut-être, ouais, c'est vrai que sur le plan, c'est vrai que c'est un jugement un petit peu politique, mais bon, c'est juste à la fin, puisqu'on accorde des droits aux Anglo-Québécois et aux Franco-Manitobains, donc c'est juste. À ça, Mendo répond un instant. Au Manitoba, ça a pris 90 ans pour la Cour suprême pour intervenir. Au Québec, ça a pris 2 ans. Ça, c'est sans compter que quelques mois à peine après l'adoption de la loi 101, la Cour supérieure intervenait. Donc 2 ans pour se rendre en Cour suprême, ce qui est très rapide. Alors, Mendo dit la chose suivante au sujet de l'arrêt Forêt. The case was determined neither by the words of the Constitution nor by the equities of the situation. They had never prevailed before, so why should they now? But by the Federalist political strategy of fighting the Quebec nationalist independence movement with Canada-wide bilingualism. Donc, autrement dit, le but de la Cour suprême, c'était de renforcer le bilinguisme pour combattre le nationalisme québécois et non pas par grandeur d'âme ou parce que le texte constitutionnel lui imposait, puisqu'elle n'avait rien fait à ce sujet-là pendant 90 ans. Donc, l'interprétation des droits des francophones des autres provinces est plus généreuse lorsque le Québec fait preuve de nationalisme linguistique. Ensuite, autre période, Blakey 2 et renvoie ses droits linguistiques au Manitoba. Là, j'y vais rapidement parce que je ne peux pas vous résumer chaque jugement. Donc, Blakey 2, ça vient dire les règlements du gouvernement doivent être aussi bilingues, mais pas les règlements municipaux. Donc, on a différents jugements dans ce sens-là. Et dans les deux cas, on peut dire que ici, et dans le cas des droits linguistiques au Manitoba, c'est que les lois unilingues anglaises sont invalides, mais sont maintenues en vigueur le temps de les traduire. Bref, c'est deux jugements ni très favorables aux francophones, ni très défavorables. C'est des jugements mi-figue, mi-raisin, dans un contexte où le nationalisme linguistique québécois est ni très fort, ni très faible. Lendemain de référendum perdant, mais le PQ est toujours au pouvoir. Bon, donc, ça vient renforcer un peu la thèse de Mendo. Mais plus intéressant encore, 1985-1994. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Retour des libéraux provinciaux au pouvoir, réélection, et ils vont diminuer largement la portée de la loi 101 à plusieurs reprises. Donc, nationalisme linguistique faible au Québec entre 85 et 94. Et qu'est-ce qui se passe à la Cour suprême à ce moment-là? En 86, quelques mois après le retour des libéraux au pouvoir à Québec, la trilogie de 1986. Donc, McDonald, Bilodeau, Société des Acadiens, qui viennent considérablement restreindre l'interprétation des droits des minorités linguistiques, notamment au niveau judiciaire, avec des phrases comme celle-ci. Les tribunaux devraient hésiter à servir d'instruments de changement dans le domaine des droits linguistiques. Les tribunaux doivent les aborder avec plus de retenue qu'ils ne le feraient en interprétant des garanties juridiques. Ou encore, il n'appartient pas aux tribunaux, sous le couvert d'interprétation, d'améliorer ce compromis constitutionnel historique, d'y ajouter ou de le modifier. Donc, alors que dans Blakey, la Cour suprême se montrait créative à trouver des choses implicites dans l'article 133, oups, là, soudainement, il n'y a plus rien d'implicite, il faut s'en tenir au texte de la Constitution vraiment très, très, très strictement. Donc, des interprétations très, très défavorables aux minorités linguistiques, notamment francophones des autres provinces, dans un contexte où, au Québec, le nationalisme linguistique est très faible. Comment expliquer ça? Ben, Mendo nous dit, on peut regarder les juges. C'est sûr qu'entre 79, Blakey, puis 86, la trilogie, il y a des juges qui ont changé, mais c'est tous des juges nommés par Trudeau, donc pour Mendo, c'est pas un facteur vraiment important. Pour lui, c'est vraiment, il y a eu un changement de gouvernement à Québec, le nouveau gouvernement en place à Québec diminue la portée de la loi 101, donc on n'a plus besoin de la Cour suprême pour interpréter largement les droits des minorités linguistiques pour battre la loi 101, puisque le Parlement québécois le fait lui-même. Donc c'est vraiment son argument. Et en plus, le souverainisme est faible, donc on n'a pas besoin de grands jugements sur le bilinguisme d'un océan à l'autre, puisqu'on n'a plus besoin de convaincre les Québécois de ne pas faire l'indépendance. Le mouvement souverainiste est très faible. Donc, Mendo nous dit que c'est politique, la trilogie de 86. Mais c'est son hypothèse de base, donc ça ne nous surprend pas. Ce qui est plus surprenant, c'est que Bastarache aussi nous dit que la trilogie, donc Bastarache qui a été juge à la Cour suprême du Canada lui-même, nous dit c'est politique, la trilogie de 86. Il nous dit la seule explication au raisonnement de la Cour suprême ne peut être que politique.
Il semble évident que dans des décisions de la trilogie de 86, elle fait dépendre l'interprétation des droits linguistiques des conséquences pratiques susceptibles de découler des décisions et du climat politique du moment. Donc, en gros, Bastarache, il nous dit, on est juste avant Mitch, puis là, au Québec, on craint que trop de droits minorités nuisent aux Français, d'où la trilogie. Daniel Proulx, mon collègue, lui aussi dit, c'est politique. Ça ne peut pas être autrement que politique que la trilogie de 86. Lui nous dit la même chose que Bastarache et les inquiétudes sur le français au Québec. Donc, la Cour suprême fait attention au côté droit des Anglo-Québécois. Et d'autre part, Proulx nous dit, dans le reste du Canada, c'est de plus en plus le multiculturalisme, suite à l'article 27 de la Constitution de 82, et on trouve ça irritant au Canada anglais que des minorités culturelles n'aient pas les mêmes droits que les francophones, qui sont une minorité culturelle parmi d'autres. Pourquoi ils auraient plus de droits? Donc, ça vient irriter les gens. Alors, ce contexte-là fait que on décide de revenir à une interprétation très stricte des droits linguistiques. Donc, vous voyez que les trois ne disent pas la même chose, mais tout le monde s'entend pour dire la trilogie de 86, c'est politique. Ensuite, il y a quelques autres jugements qui sont rendus dans les années suivantes. Donc, non, j'analyse seulement ceux qui touchent les Franco-Canadiens. C'est la raison pourquoi, sauf... Donc, de manière générale. Donc, Mercure, Mahé, renvoi relatif aux droits linguistiques du Manitoba, renvoi sur la loi sur les écoles publiques. Donc, et là, on pourrait faire des nuances, mais globalement, c'est des interprétations plutôt défavorables aux droits des francophones des autres provinces. Il y a sur Mahé que là, Mendel nous dit que c'est un jugement défavorable aux francophones, alors que Proulx et Brand nous disent que c'est un jugement favorable aux francophones. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que Mendel a une approche plus matérialiste. À la fin de l'arrêt Mahé, la Cour suprême dit qu'il n'y aura pas de conseil scolaire indépendant pour les francophones d'Edmonton. Donc lui, il dit voilà, donc ça ne donne pas grand-chose ce jugement-là. Alors que Proulx et Brand disent non, il y a des grandes phrases de la Cour suprême sur l'importance de la langue et de l'école pour la culture et tout. Donc il y en a qui sont plus sur les idées, les grandes phrases. Mendel est plus sur OK, c'est quoi l'ordonnance du tribunal à la fin? Donc on peut en faire différentes interprétations, mais globalement, ces quatre jugements-là, plutôt défavorable. Pas complètement défavorable, mais plutôt défavorable aux francophones du reste du Canada, alors que le nationalisme linguistique au Québec est faible. Donc ça, c'est la période analysée par Mendel. Moi, j'ai poussé plus loin. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe après les années 90, lorsque Mendel a arrêté son interprétation, son analyse? Qu'est-ce qui se passe après au milieu des années 90? Donc, changement de pouvoir à Québec, le Parti québécois reprend le pouvoir, plusieurs modifications à la loi 101 pour en augmenter la portée en matière de technologie, etc., des États généraux sur le français en 2001, etc. Donc, nationalisme linguistique très fort au Québec entre 1994 et 2003. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Revirage à 180 degrés de la Cour suprême. Donc, à nouveau, la Cour suprême découvre que les droits des minorités linguistiques, c'est important. Donc, l'arrêt Beaulac, qui vient complètement mettre de côté la trilogie, l'arrêt Arsenault-Cameron, ou encore là, on met de côté la trilogie, on interprète largement les droits des minorités des autres provinces, dans un contexte de nationalisme linguistique fort au Québec. Donc, ça vient confirmer Mendel après Mendel, ce qui est quand même pas inintéressant. Période 2003-2012, j'y vais rapidement, gouvernement Charest diminue un peu la portée de la loi 101, période de faible nationalisme linguistique. Et qu'est-ce qu'on a? On a un jugement favorable aux francophones des autres provinces. Donc, je pourrais faire la nuance tantôt, mais là, ça vient nuancer Mendel. Mais sinon, arrêt Charlebois en 2005, Desrochers en 2009, là, on revient à une interprétation stricte, restrictive des droits des francophones des autres régions. On met de côté Beaulac, selon Brand, dès l'arrêt Charlebois en 2005. Donc, à partir de 2003, nationalisme linguistique faible au Québec, retour d'une interprétation défavorable aux francophones des autres régions. 2012-2014, gouvernement Marois, donc nationalisme mais minoritaire, donc c'est une espèce, puis il y a un projet de loi pour renforcer la loi 101 qui est déposée mais qui n'est pas adoptée, donc une période de nationalisme linguistique ni fort ni faible, une espèce de période un peu ambiguë, où il y a un jugement qui est rendu, Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique, qui est celui où on dit finalement qu'on n'a pas le droit de déposer des pièces de procédure en français dans une instance civile en Colombie-Britannique, donc défavorable aux francophones des autres régions. 2014-2017, gouvernement Couillard, pas de projet de loi sur la loi 101, un projet de règlement qui limite un petit peu la portée du français dans l'affichage, donc nationalisme linguistique faible entre 2014 et 2017. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'arrêt Commission scolaire francophone du Yukon de 2015, l'arrêt Caron dont parlait Mme Cardinal tantôt, donc deux jugements contre les droits des francophones des autres provinces. Exception, l'Association des parents de l'école Rose des Vents 2015, où là,
malgré qu'on est dans un contexte de nationalisme linguistique faible au Québec, il y a un jugement favorable aux droits des francophones des autres provinces, mais on pourra faire la nuance dans quelques instants. Donc, bon, vous connaissez un peu la thèse de Mendel, je passe rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis allé avant Mendel, puis j'ai vu qu'il y a 2 jugements avant la période qu'il a analysé qui viennent confirmer sa thèse. Puis surtout, après Mendel, on a vu qu'il y a eu un autre virage jurisprudentiel qui confirme la thèse de Mendel. Ensuite, on peut faire des nuances, mais on peut nuancer nos nuances. Par exemple, dans l'arrêt Doucet-Boudreau, je vous disais en 2003, oh, là, il y a un jugement favorable aux francophones, alors que les libéraux viennent de prendre le pouvoir à Québec. Mais justement, le jugement, la cause a été plaidée avant l'élection de 2003 au Québec, donc à un moment où le nationalisme linguistique était plus fort, et le jugement est rendu après, et c'est 5 contre 4, donc ça vient nuancer Mendel, mais pas tant. L'arrêt Conseil scolaire francophone de Colombie-Britannique contre les droits des francophones, mais dans un contexte du gouvernement marois minoritaire. Encore là, gouvernement minoritaire, donc la force du nationalisme linguistique, c'est pas clair. C'est un jugement 4 contre 3, donc c'est pas clair. Le seul cas qui contredit vraiment Mendel, c'est l'arrêt École Rose des Vents, donc 2015, nationalisme linguistique faible au Québec et jugement très favorable aux francophones des autres provinces, mais c'est de l'exception qui confirme la règle, et c'est vraiment les faits. Les faits dans cette affaire-là sont terribles. C'est une école francophone, les locaux sont minuscules, les toilettes sont inadéquates, l'hygiène est problématique, il n'y a pas de fenêtre, les enfants ont des poux, c'est dégueulasse. Donc, la Cour suprême n'a juste pas le choix de rendre un jugement favorable aux francophones là, à ce moment-là. Donc, et là, globalement, dans les dernières périodes, depuis 2005, on peut dire que le nationalisme linguistique est faible au Québec. Et qu'est-ce que ça donne depuis 2005? Globalement, un virage de la jurisprudence de manière très défavorable aux droits des francophones des autres régions. Donc, globalement, mon analyse, elle confirme la thèse de Mendel. Elle la nuance un peu, mais à peine. Donc, que conclure de ça alors de la relance du débat linguistique par le gouvernement du Québec avec sa politique québécoise, notre façon d'être canadien? Bien, dans cette politique-là, le gouvernement du Québec nous dit, c'est vrai que les francophones du reste du Canada ont été laissés de côté en 1867, mais il y a eu des améliorations depuis. On peut penser à l'article 23 de la Charte canadienne, évidemment. Sauf que le gouvernement du Québec oublie de dire que l'article 23 de la Charte canadienne, donc le droit des écoles de la minorité, ça a été rendu possible grâce à la loi 101. Ça a été un copier-coller de l'article 73 de la loi 101, comme l'a démontré mon collègue Daniel Proulx, avec évidemment la clause Québec qui est devenue la cause Canada. Mais pour le reste, c'est vraiment grâce à la loi 101, en réaction à ça qu'il y a eu l'article 23. Le gouvernement du Québec l'oublie de le mentionner dans sa politique constitutionnelle. Ensuite, on peut lire dans cette politique-là, le Québec s'engage à travailler de concert avec les autres gouvernements au Canada à la promotion, la protection et la pérennité et la vitalité du fait français. Tant mieux, belle orientation, mais ce que ne dit pas le gouvernement du Québec, c'est que la meilleure façon d'aider le français dans les autres provinces, c'est d'aider le français au Québec. D'abord pour des raisons géographiques évidentes, l'essentiel de la francophonie canadienne hors Québec, elle est aux frontières du Québec, nord du Nouveau-Brunswick, est de l'Ontario. Donc, si le Québec adopte des mesures pour faire rayonner le français dans les librairies, les écoles, les universités, la télé, la radio, ça va avoir un effet sur les francophones des autres provinces. Et évidemment, vous l'avez constaté, vous l'aurez compris, si le Québec renforce la loi 101, bien, ça pourrait peut-être inciter la Cour suprême à adopter des interprétations plus favorables aux francophones des autres régions. Merci. Merci beaucoup. J'ai toujours considéré qu'un des gros problèmes qu'on avait au plan d'interprétation juridique, mais c'est vrai aussi dans les sciences sociales actuellement, c'est qu'on ne travaille pas dans des perspectives suffisamment dialectiques, c'est-à-dire où il y a des poids, des contrepoids. On est toujours dans des perspectives qui sont plus longitudinales ou qui sont plus unilatérales, alors que la réalité est construite souvent de ces équilibres-là. Alors, on passe à la période des questions. Je sens que ça va bouger. Alors, je cède la parole à tous ceux qui voudront la prendre. Alors, Louis Bibeau. Monsieur Rousseau, bon, je trouve extrêmement intéressante votre analyse. Je ne connaissais pas cet auteur-là, M. Mendel, ça a l'air fort intéressant aussi. Je fais une petite nuance dans la façon dont vous avez abordé ça. Ceci dit, je pense que ça ne contredit pas votre thèse. C'est justement, si vous n'avez pas parlé du jugement Ford. Le jugement Ford, lui, a eu un impact majeur en 88 au Québec et ça l'a ça a mis le feu aux poudres par rapport aux questions linguistiques. La période, vous avez raison, je pense qu'il y avait vraiment une période de morosité linguistique à aller jusqu'à l'arrêt Ford. Mais après l'arrêt Ford, ça repartit en grande, là, et ça allait amener, évidemment, ça allait amener une modification à la loi 101
par le gouvernement Bourassa, mais qui interdisait, c'était la question de l'affichage, et souvenez-vous, il interdisait l'anglais à l'extérieur, puis il l'autorisait à l'intérieur. Je pense que les anglophones étaient encore plus choqués de ça que, finalement, de la loi 101 originale. Alors, mais par contre, je pense que ça ne contredit pas les séquences que vous avez faites par rapport au jugement de 86, et aussi par rapport au jugement Ford lui-même, qui était rendu au moment où la question linguistique était effectivement assez faible là, au Québec. Mais ça a eu pour effet de mettre le feu aux poudres, ce jugement-là. Par rapport à votre présentation, Mme Cardinal, j'aimerais ça... je voudrais savoir les règlements qui ont interdit l'éducation en français. Il y en a eu un en Ontario, on en a parlé. Dans toutes les provinces, hein? Ça a duré, et ça a été en vigueur quoi jusqu'à quelle année ces règlements-là? Ça a-tu été en vigueur jusqu'à des années 70? C'est ça, je ne connais pas cet aspect-là. C'était possible de... OK. Alors, oui, chacun rapidement, parce que sinon, le mieux, c'est de prendre les interventions de tout le monde. Et moi, je suis d'accord qu'on puisse répondre, mais en autant qu'on balise les réponses. Vous commencez ou... Vas-y, Dina. Je peux commencer? OK. Merci. Donc, sur Ford, effectivement, très bon point. En fait, c'est ça, c'est que moi, dans ma méthodologie, j'ai tenté de prendre une mesure qui était objective. J'essaie toujours, moi, quand je fais de la recherche, de prendre une mesure objective, de faire en sorte que j'ai mes résultats de recherche, puis que n'importe quel chercheur qui appliquerait la même méthode que moi arriverait exactement au même résultat. Là, ensuite, on peut discuter des résultats, ce qui est autre chose, puis là, il y a de la subjectivité, puis c'est correct. Donc, moi, pour calculer la force du nationalisme linguistique, ce que je regarde, c'est est-ce que les lois adoptées à l'Assemblée nationale, est-ce qu'elles renforcent la protection du français ou est-ce qu'elles diminuent la protection du français? Donc, la loi adoptée par le gouvernement Bourassa suite à l'arrêt Ford diminue la portée du français, puisque, comme vous l'avez rappelé, ça permet l'affichage bilingue à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, d'une façon très, très bête, ça vient diminuer le français. Donc, dans ma méthode, c'est nationalisme linguistique faible. Mais évidemment que si on avait une méthode un peu moins juridique, un peu plus Sciences Po, on pourrait dire que c'est quand même une période de fort nationalisme linguistique parce qu'il y a des manifestations, etc. Donc, c'est un peu la limite de ma méthode, c'est que j'ai voulu être plus objectif avec des critères clairs, que n'importe quel chercheur, ça donnerait le même résultat, plutôt que des critères un petit peu plus subjectifs, où là, il y a de la subjectivité, ça peut être critiqué, mais ça permet de prendre en compte plus de facteurs, puis ça peut présenter les avantages que vous avez fait ressortir. En fait, comme je disais, le français est interdit dans toutes les provinces. Dans certaines provinces, c'est dans le domaine de l'éducation. Dans d'autres provinces, c'est éducation et dans les assemblées législatives, comme au territoire du Nord-Ouest. Mais je vais vous donner juste un cas, l'Ontario. En 1912, le français a été prohibé dans les écoles. Et ça a été en 1924, je crois, qu'on a commencé à laisser du lest, et le français a pu revenir dans les écoles primaires notamment. Ensuite, en 1945, on est revenu sur le règlement 17. Ensuite, en 1967, on a commencé à permettre du français dans les écoles secondaires. Et puis, après, c'est seulement dans les années 80 qu'on a commencé à avoir des écoles françaises, notamment au secondaire. Après, dans les années 90, on a permis les conseils scolaires en Ontario, francophones. Et puis après, on a eu des collèges francophones. Là, il y a des gens qui demandent une université franco-ontarienne. Et c'est seulement l'année dernière que la première ministre de l'Ontario s'est excusée pour le règlement 17. Et c'est la même histoire dans toutes les provinces. Oui. Michel Sarah-Bournet, j'ai étudié, j'enseigne l'histoire politique. Et comme plusieurs d'entre vous, finalement, qui le faites à travers d'autres disciplines. Merci à tous les deux. Écoutez, beaucoup d'informations en peu de temps, hein, et bon, ce qui ne permet pas d'apporter toutes les nuances. Puis, je voudrais juste voir si on ne peut pas en apporter une ou deux. Avant, un commentaire. C'est la deuxième fois avec la conférence de Guillaume Rousseau que je me rends compte qu'il y a beaucoup de preuves que finalement, la Constitution, les tribunaux, que plusieurs considèrent souvent comme
les tables de la loi, les grands prêtres, bien évidemment dans la foulée de Justin Trudeau qui dit que, je veux dire, la Charte des droits, là, c'est un absolu, là, que finalement c'est Dieu qui a révélé ça à Moïse. Alors, Moïse étant son père. alors, écoutez, il y a rien de plus humain que le droit finalement. Hein? C'est un peu ça, là. C'est un peu comme aussi l'économie, il n'y a rien de plus subjectif que ça. Alors, mes deux nuances. La première, au sujet des écoles au Nouveau-Brunswick, me semble-t-il que, de mémoire, l'article 93 confère des protections aux écoles prévues par la loi au Nouveau-Brunswick, sauf qu'elles n'étaient pas dans la loi, elles étaient coutumières. Alors, dans le fond, il me semble que l'article 93 couvre, sauf qu'elle ne couvre pas efficacement. C'est ce qui a ouvert la porte en 1871. Tu peux, Magdalene, je vais poser les deux. Le texte de Pierre Carignan là-dessus. Ah, OK. Mais ça va. Ben, je fais erreur alors, mais j'avais l'impression que moi, en 1871, quand on est revenu sur les écoles françaises, c'est parce que la protection constitutionnelle n'était juste pas étanche. Mais, oui, on avait pensé que... Il faut relire les textes de Pierre Carignan sur cette question de 1983, mais ben, je l'ai lirai pour la première fois. On avait pensé que ça s'appliquerait aux autres provinces, mais quand est venu le temps de le faire, ça ne s'est pas fait. Bon, OK. En tout cas, c'est peut-être pas incompatible. L'autre nuance... On enregistre, il faut que je fasse attention. Lucien Bouchard, qui s'est dit qu'il ne voulait pas, non, mais qu'il ne voulait pas se regarder dans le miroir si jamais on renforçait la loi 101, puis qu'il avait refusé le rapport Proulx-Legault. Est-ce qu'on peut vraiment entrer la période Bouchard dans le 2003-2012 de fort nationalisme linguistique? Donc, comme je vous disais, mon critère, moi, c'est tout bête. Je vais dans les archives de l'Assemblée nationale. Je regarde chaque année c'est quoi les lois qui ont été adoptées. Puis quand il y a une loi qui s'appelle « Loi modifiant la Charte de la langue française », je la sors, je l'analyse. Et effectivement, il y a eu une loi en 97, une en 2000, une en 2002 qui sont venues renforcer la portée de la loi 101. Donc là-dessus, 97, c'est sous Bouchard. 2002, c'est peut-être Landry. C'est-à-dire 2000, c'est peut-être Landry. 2002, assurément, c'est Landry. Mais donc, 97, il y a une loi qui vient renforcer la loi 101. Je pense que c'est son application aux technologies. Puis il y a aussi les États généraux sur la langue française, là, mais c'est peut-être aussi une façon de noyer le poisson pour M. Bouchard. Là, donc, c'est pas nécessairement ça mon critère, je l'ai mentionné au passage. Mais donc, vraiment, avec le critère de est-ce qu'il y a des lois qui viennent agrandir, étendre la portée de la loi 101, oui, il y en a 3, dont une en 97 sous Lucien Bouchard. Juste pour indiquer aussi, c'est un élément qu'on oublie, mais il reste que, au plan des tribunaux, on réfléchit par la loi. Le critère de choisir les lois, en fait, comme étant l'indicateur d'un plus grand affirmation linguistique, pour des juristes, ça s'explique parce que c'est ça qui est dans le champ de vision. Et donc, il ne faut pas l'exclure. C'est une donne. Je ne dis pas qu'ils n'écoutent pas la télévision ou qu'ils ne regardent pas les manifestations dans les rues, mais... ça reste, il faut ramener ça au champ juridique lui-même, qui a ses propres règles d'interprétation de la réalité. Puis pour le champ juridique, la réalité, c'est la réalité juridique. Et donc, le critère de ce point de vue-là tient, même si ce n'est pas absolu du tout. Là. Mais ce qui explique que 2012-2014 est une période de faible nationalisme, malgré les velléités qui étaient présentes à l'Assemblée nationale. Parce que le projet de loi 14 n'est pas adopté. Donc, c'est pour ça que j'en conclus une espèce de nationalisme plus ou moins faible, plus ou moins fort. Des petits commentaires très rapides. Pourquoi pas ajouter une autre courbe pour mesurer le réchauffement ou le refroidissement de la question linguistique? Oui, les lois, c'est un excellent critère, mais il pourrait y avoir aussi une autre courbe qui serait la tenue de consultation ou de manifestation. Comme ça, tout à coup, on pourrait voir dans quelle mesure le réchauffement et le refroidissement de la température linguistique sur le plan législatif, est-ce qu'elle suit celle aussi qu'on peut observer dans des manifestations ou des consultations? Peut-être qu'à certains endroits, ça pourrait amener d'autres lectures. Sinon, la question que je voulais poser à Linda, mais c'est plus un commentaire. Au fond, une question que je me suis posée par le passé, pourquoi Georges-Étienne Cartier a abandonné les francophones en situation minoritaire? C'est clair que c'est un homme qui a choisi des bagarres, hein, c'est ça la politique, et il n'a pas choisi celle-là. Et en me posant cette question, j'avais quelques lectures à faire sur le personnage. J'ai peut-être découvert, peut-être une piste que je voudrais partager.
Il en parle très peu des francophones en situation minoritaire, en tout cas dans les textes que moi j'ai consultés. Et par contre, il parle des compromis qu'il a fallu faire pour satisfaire Galt. Et ce qu'il en dit est assez révélateur. Il dit, oui, ils ont demandé ça, les Anglo-Québécois. C'est moi qui parle, c'est pas ces mots, là. Donc, ils ont demandé ça, les anglophones québécois, mais au fond, ce sont des garanties qu'on n'avait pas besoin. Ça allait de soi. Ça va de soi qu'on les aurait respectées. Et là, on sent une espèce de discours qui me semble profondément naïf, teinté par un peu l'esprit de la deuxième moitié de l'acte d'union. Comme si on a déjà essayé ça, d'assimiler des gens de force. Ça a duré de 1840 à 1848. Dès que le gouvernement responsable s'est mis en place, on n'a pas eu le choix. Il a fallu se respecter, il a fallu trouver des façons. Et donc, c'est comme si, à ses yeux, ces garanties juridiques-là ne sont pas nécessaires. Galt en demande, on va y en donner pour le rassurer, mais au fond, on n'a pas besoin d'en demander non plus pour les francophones. C'est une hypothèse que je n'ai pas eu le temps de mener jusqu'au bout, mais que je voulais partager pour voir si ça inspirait. C'est très intéressant. Je pense qu'il faudrait l'explorer davantage, mais moi, je regarde je lis ce que Bonenfant dit. Il dit Cartier a voulu être pragmatique, alors que Pierre Savard, lui, Marcel Martel les dénonce, parle de grands sacrifices. Je pense que Cartier, probablement, dans son comportement, a probablement jeté les bases peut-être de deux nationalismes au Québec, un nationalisme pan-canadien et un nationalisme québécois. Et il a fait le pari du nationalisme québécois d'une certaine façon, canadien-français du Québec, puis il a décidé que c'était ces intérêts-là qui étaient les plus importants. Et il a fait des alliances assez fructueuses, en fait, avec les protestants de l'Ontario pour protéger ses propres intérêts. Et ça, c'est une récurrence dans l'histoire. Et à l'époque de Mise, c'est ce qu'on disait, il y a les intérêts du Québec, il y a les intérêts des minorités canadiennes, françaises ou francophones hors Québec. Et on s'était entendu à ce moment-là pour dire, chacun ses intérêts, puis en soyons-en conscients, des fois on peut se rencontrer, d'autres fois on peut ne pas se rencontrer. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Georges-Étienne Cartier. Par contre, la donne acadienne, quand on regarde toute l'histoire, les fouilles archivistiques en ce moment chez les chercheurs acadiens, on s'aperçoit quand même qu'il y avait pas mal de bruits qui venaient de l'Acadie. Et c'est là où c'est dommage de voir que ces bruits-là ne sont pas écoutés. Ont aucun effet. Du côté de l'Ontario, en tout cas, il n'y a pas d'archives qui ont été vraiment dépouillées. Il y a un manque énorme de données historiques. Et là, ça serait intéressant de voir au moins qu'est-ce que les clergés disaient par rapport au Québec. Mais il n'y a pas rien. Puis c'est après, dans l'Ouest canadien, où là, il y a une action de la part des francophones, des métis, qui est beaucoup plus importante. On pense que les langues officielles, le français et l'anglais sont des langues officielles. La proclamation royale 1870, c'est vu comme un deuxième acte fondateur, mais ça ne change rien au fait qu'après, MacDonald dira les chiens aboieront au Québec, nous, on va tous les tuer dans l'Ouest. Tu sais. Ça n'a pas changé à ça non plus. Moi, je voudrais juste intervenir sur le plan méthodologique par rapport à ce que... pardon. Je voudrais juste faire une précision méthodologique par rapport à votre présentation. Je trouve très intéressant, très convaincant, mais il faudrait peut-être faire attention d'établir des causalités rigides, parce que moi, je trouve que Mendel est un peu rigide dans son propos. Je pense que l'importance chez Mendel, c'est de comprendre qu'il y a un rapport entre le droit et la politique, que le droit est politique, que le droit n'est pas au-dessus de la mêlée, même s'il veut l'être, que ce rapport-là témoigne d'un rapport de force. Je pense que c'est très clair. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer tout le travail des francophones hors Québec pour les droits linguistiques. Là, on a l'impression que c'est juste grâce au Québec qu'il y a des droits hors Québec. Bon point. C'est-à-dire, je pense qu'il faut nuancer un petit peu. Il y a des variables institutionnelles, des variables politiques, et pas juste des variables idéologiques. Par contre, c'est très important, le nationalisme linguistique québécois, par ailleurs. Il ne faut pas le sous-estimer. En Ontario, quand le gouvernement Peterson a adopté la loi sur les services en français, quand on lit son discours dans les Ansars, il parle aux Québécois.
Ils ne parlent même pas aux franco-ontariens. Donc, c'est clair que le nationalisme québécois, le nationalisme linguistique québécois est fondamental. Mais en même temps, il faut nuancer un peu pour pas non plus négliger toutes les autres variables. La variable Michel Bastarache est aussi très importante, qui est un Acadien. Les textes qu'il a écrits avant de devenir juge sont devenus des textes juridiques par la suite. Donc, il ne faut pas oublier cette variable. Oui, puis il y a aussi les politiciens fédéralistes, trudeauistes, à Ottawa, qui réagissent au nationalisme québécois en prônant le bilinguisme d'un océan à l'autre, qui ne sont pas des nationalistes québécois, mais là, on peut voir qu'il peut y avoir un lien avec le nationalisme québécois, mais ils ont aussi leur autre agenda, c'est une autre idéologie, un autre mouvement politique qui contribue aussi en nommant Bastarache à la Cour suprême, par exemple. Mais sinon, vous avez tout à fait raison, parce qu'on a beau avoir un contexte de nationalisme linguistique fort au Québec, encore faut-il des Franco-Canadiens pour se rendre jusqu'en Cour suprême, donc pour prendre leur ticket de vitesse unilingue anglais, puis avoir l'argent pour se rendre en Cour suprême, ce qui est en soi un exploit. Donc clairement, puis ils font beaucoup plus que ça, mais très concrètement, il y a notamment ça. Fait que oui, non, absolument. Oui, bonjour, en lien avec votre conclusion, puis la politique du Québec sur les relations canadiennes. Donc, vous êtes l'auteur. Ben non, pas vraiment, là. Bon, t'as pas le droit de dire ça. Non, pas du tout, en fait. C'est vrai que je travaille pour le gouvernement du Québec, puis je travaille pour le nouveau, nouvellement renommé secrétariat du Québec aux relations canadiennes, mais c'est le grand Manitou qui est l'auteur. Je voulais juste vous lire un petit extrait puis avoir vos impressions. On dit, c'est à la page 88 si jamais vous voulez y référer, on dit toutefois les difficultés posées par le texte constitutionnel qui ne fait pas de différence entre les communautés francophones et anglophones en situation minoritaire et la nécessité de protéger le français au Québec ont parfois conduit le gouvernement du Québec et les communautés francophones et acadiennes à défendre des positions juridiques divergentes. Et là, on dit, le gouvernement du Québec entend d'ailleurs être proactif afin de trouver une voie de passage pour réconcilier ces points de vue. Et je me demandais si vous aviez des réflexions par rapport à ça, dans l'optique du dialogue. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre question fort pertinente. Ben, en fait, vous savez sans doute que l'hypothèse qui est beaucoup évoquée souvent, c'est la question de la symétrie. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, surtout pour l'article 23, à la limite, ça pourrait peut-être être vrai pour 133 aussi. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir... Et certains disent que c'est déjà établi, d'autres disent que pas du tout. Donc là, il y a plusieurs débats à avoir. Mais en tout cas, le gouvernement du Québec pourrait davantage plaider, donc le procureur général du Québec, lorsqu'il plaide dans une cause qui intervient, comme au Yukon, donc dans une cause portant sur des francophones d'autres provinces, pourrait davantage plaider une interprétation asymétrique de l'article 23. Donc, l'article 23, c'est les droits à l'instruction dans la langue de la minorité, donc anglophone au Québec, francophone dans les autres provinces. Et traditionnellement, le gouvernement du Québec dit qu'il faut limiter l'article 23 pour que le Québec garde sa compétence sur la langue d'enseignement. Et ça a pour effet de plaider contre les droits des francophones des autres provinces, ce qui est paradoxal, mais c'est dans un but de protéger la compétence du Québec en matière linguistique et donc le français au Québec. Et là, de plus en plus d'auteurs disent, ben non, le Québec, il devrait plaider que 23 au Québec, ça devrait être une interprétation minimaliste pour laisser plus possible le gouvernement du Québec pouvoir défendre le français. Et au contraire, 23 pour les autres provinces, ça devrait être une interprétation très large pour protéger les droits des francophones des autres régions parce que, évidemment, le français est fragile au Québec alors qu'il n'est pas fragile dans les autres provinces. Donc, il y a toutes sortes d'arguments linguistiques, démographiques qu'on peut faire autour de ça. Donc, il y a beaucoup d'auteurs, puis j'ai la chance d'avoir un étudiant au doctorat qui travaille sur la symétrie. Donc, d'ici quelques années, Maître Éric Poirier devrait pouvoir vous en dire plus, mais je sais qu'il y a déjà des auteurs, Beaulac, Brahan, plusieurs, qui travaillent sur la question de la symétrie dans l'interprétation des droits linguistiques. Puis, c'est peut-être ça la voie de passage du gouvernement du Québec. Voilà, d'où le travail des chercheurs. Donc, il faut que le procureur général du Québec le plaide, mais il faut que les chercheurs aussi, on a du travail à faire parce qu'à date, c'est dans la jurisprudence, là, c'était dans, je sais pas si c'était dans Nguyen, je pense qu'il y a un passage qui va dans ce sens-là, ou dans Solski, ouais. Donc, il y a un passage, ensuite, il y a un passage qui dit ça, mais ensuite, on le sent pas systématiquement, puis effectivement, on le voit, mais je m'imagine mal comme procureur général le plaider, parce que c'est là, mais c'est pas là, des fois ça s'applique, des fois ça s'applique pas. Bon, vous allez me dire, c'est de la commune là, c'est normal, mais ce serait bien que par nos travaux de chercheurs, puis par une constance du procureur général dans ses plaidoiries, on finisse par solidifier ça.
peut-être que ça ne marchera pas, mais c'est à peu près la seule voie de passage que je vois. Donc, essayons-la, puis soyons patients, comme le sont les francophones des autres provinces, qui systématiquement reviennent avec la charge, avec Forêt, avec Mercure, Caron. Ils n'arrêtent pas, ils reviennent. Donc, inspirons, nous, de nos cousins, puis continuons le combat. Je ne vais pas parler des questions juridiques parce que mon collègue vient de le faire, mais il y a beaucoup de domaines où il y a des voies de passage et qui pourraient en avoir plus. Benoît Pelletier a fait beaucoup quand il était ministre pour raccrocher ou relancer le dialogue entre les francophones de tous les parties du pays avec la création du Centre de la francophonie des Amériques, où là, il est allé proposer même une perspective beaucoup plus large que Québec-Canada, mais vraiment une perspective des Amériques, ce qui permet aussi de réduire les tensions politiques souvent entre les différents groupes. Moi, j'aurais aimé que le gouvernement du Québec appuie le mouvement pour une capitale officiellement bilingue pour le Canada. Il ne l'a jamais fait. Il nous regarde en disant ben, c'est les affaires de l'Ontario. Pourtant, l'Ontario vient d'adopter une motion unanime contre la loi 62. Ils ne se gênent pas en Ontario. Et l'Assemblée nationale du Québec pourrait aussi demander que la capitale du Canada soit officiellement bilingue, nonobstant le fait que Justin Trudeau a déclaré que Gatineau pourrait aussi être bilingue, mais là, c'est parce qu'il ne comprend pas son pays. Ça, c'est des choses que le gouvernement du Québec pourrait très bien faire. Ensuite, le gouvernement du Québec pourrait aussi favoriser davantage une meilleure compréhension des francophones hors Québec à ses propres entrepreneurs quand ils viennent en Ontario, par exemple, où là, on a des Québec Inc. qui débarquent en Ontario ou hors Québec juste en anglais. Et là, on se retrouve, nous, à demander des services en français à des Québécois qui veulent juste nous parler en anglais. C'est surréaliste. Il y a eu tout un débat dans la région de Prescott-Russell, à Limoges, je crois, au parc aquatique Calypso, parce que c'est des Québécois qui ont amené ça en Ontario. Puis il y a eu un gros débat parce que le nom allait être en anglais. Et là, finalement, tout le monde s'est entendu pour appeler ça Calypso parce que c'était plus neutre. Mais ça, c'est des choses, le gouvernement québécois pourrait peut-être faciliter une meilleure compréhension dans ces milieux, les milieux d'affaires qui sont ses amis, de la réalité francophone et de l'importance d'un développement économique et de développer un espace économique francophone au Canada avec des Québécois qui sont des leaders du développement économique hors Québec. Donc ça, c'est des petites idées. J'en ai beaucoup. Je vous dirais à M. Fournier de venir nous voir. Il fait une tournée actuellement. Là. OK. Peut-être une dernière question courte, parce que j'aimerais céder la parole à la fin à Marc et puis à Ghislain pour conclure le tout. Une clarification à Mme Cardinal. Dans une section de votre conférence, vous avez parlé en fait, vous venez encore de le dire, de la deuxième... je recommence un peu. Lorsque les provinces de l'Ouest sont rentrées dans la Confédération, quel était le statut linguistique? J'ai eu l'impression, j'ai peut-être très mal compris, c'est pour ça que c'est une demande de clarification, j'ai eu l'impression que c'est comme ça qu'il y avait une possibilité qu'ils deviennent bilingues, qu'ils pourraient être bilingues, et qu'ils ont perdu ce droit. Est-ce que j'ai mal compris? Bien, dans ses travaux, Edmond Ungar nous dit que quand les territoires du Nord-Ouest, quand les provinces de l'Ouest ont été créées, que les gens sur place, que ce soit les Métis, les francophones, les Canadiens français, sont convaincus, eux, qu'ils ont des droits linguistiques et que le Manitoba va être bilingue, la Saskatchewan, l'Alberta. D'ailleurs, les premiers sénateurs à être nommés au Sénat canadien étaient des Métis et des Canadiens français de l'Ouest. Et les interprètes du Sénat dans les années 40, comme Kuntz, vont dire ces francophones des provinces de l'Ouest ont des droits linguistiques, ils ont un droit même à être nommés au Sénat. Il y avait une certaine compréhension des droits linguistiques dans ces provinces, qui est peut-être complètement fausse. Mais ces gens-là étaient convaincus. Non, justement, dans l'arrêt Caron, c'est ça tout le drame. C'est-à-dire, on a argumenté qu'il y avait des conventions. Bon, on en a parlé, des conventions. Patrick nous a donné une belle définition.
qu'il y avait des conventions et la Cour a refusé de reconnaître ces conventions en disant « mais ça prend des droits formels ». Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut jamais arrêter dans les milieux hors Québec de revendiquer des droits formels. Et il ne faut pas se contenter de ces conventions, même si on peut les utiliser par moment. Mais c'est juste que les tribunaux vont utiliser des conventions quand ça fait leur affaire pour reconnaître des droits à un, puis pas en reconnaître à d'autres. Donc, dans l'arrêt Caron, Sébastien Gramont était un des avocats avec mon autre collègue François Larocque et plusieurs autres de l'Université d'Ottawa. Et Roger Lepage aussi. Donc, ces gens-là ont essayé de faire reconnaître des conventions. Ils se sont fait dire, non, non, ça ne vaut rien, vos conventions, parce que ce n'est pas du droit formel. Mais les gens étaient convaincus qu'ils en avaient des droits. Et ça, on dirait que ça n'a pas de valeur aux yeux de la Cour suprême quand ça fait son affaire. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin et peut-être que d'abord remercier les conférenciers. Je tiens tout de suite à vous rassurer, je serai bref. D'abord, j'aimerais remercier les présidents et les présidentes de séance, la professeure Boudry, le professeur Stéphane Kelly, le professeur Pierre Noreau, grand chercheur, personne extrêmement occupée, qui a été extrêmement généreux de son temps, qui est venu avec nous aujourd'hui. Je sais qu'il réfléchit depuis toujours à ces passerelles entre le droit et les autres dimensions de la vie sociale. Je voudrais remercier aussi les conférencières et les conférenciers. Ce sont tous des bénévoles. Les professeurs qui viennent ici, qui sont venus de plusieurs universités, de plusieurs horizons, pour porter une voix qui se voulait un tout petit peu en réaction avec ce qui nous avait semblé être une certaine complaisance dans la classe intellectuelle, parmi les universitaires, parmi les chercheurs. Eu égard justement au bilan qu'il convient de faire de cette loi de 1867. Nous avons voulu présenter, peut-être, jeter un regard alternatif, un peu moins festif. Et nous avons voulu peut-être planter dans vos consciences, dans vos esprits, parfois déjà bien féconds, comme on a pu le constater avec vos nombreuses interventions, le désir de garder vivante cette nécessité d'interroger, de critiquer, de remettre en cause une loi dont les effets sont quotidiens, dont les effets parfois très préjudiciables, sont vérifiables, mais dont on a eu tendance jusqu'à, en tout cas, je pense, dans la plupart des colloques, qu'on a ménagé beaucoup. On a essayé ici, sans imposer une vision, vous avez vu, j'espère que vous avez bien compris qu'il n'y avait pas ici de manifeste pour une solution politique précise ou une solution constitutionnelle précise par rapport à une autre. C'était vraiment, les chercheurs qui sont venus, ils parlaient à partir de leur propre perspective et ils en arrivaient parfois même à des conclusions différentes quant à ce qu'il convient de faire pour l'avenir. Mais j'espère simplement que vous allez rentrer chez vous satisfait et satisfaite de ce colloque. Et j'espère que vous le porterez avec vous, que les idées que vous avez entendues, les réflexions que vous avez entendues vont continuer de vous nourrir et que vous allez aussi en parler avec les gens qui vous entourent, de ce qui a été dit ici. Et donc, ainsi, peut-être décupler l'impact de cet événement au niveau de la réflexion, de la discussion, des débats. Donc, je veux remercier l'auditoire. Vous avez été un groupe fort singulier. Vous êtes très diversifiés. Vous venez de tous les recoins de la société civile. Vous êtes des universitaires, des experts, des fonctionnaires, des citoyens intéressés, des retraités, des gens très actifs dans leur carrière. Je vous remercie infiniment de l'intérêt que vous nous avez porté. Et voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et puis, voilà, au revoir, à la prochaine.